Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Rivet, directeur associé pour la partie Digital et Sportech chez Seventure Partners. Bonjour Bruno. Bonjour Ariane, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous, avec Armelle et moi. Pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et puis de ton parcours au niveau de ta carrière, du démarrage jusqu'à aujourd'hui ? Avec plaisir. Donc Bruno Rivet, j'ai 52 ans et en fait j'ai toujours voulu travailler dans les rapports entre les entreprises et les banques, mais plutôt côté banque en fait. Je viens d'une famille où il y avait des entrepreneurs. J'ai très vite compris toutes les qualités que je n'avais pas pour être entrepreneur. En revanche, j'étais passionné par les entreprises et les entrepreneurs et j'avais envie de travailler dans ce monde-là, mais plutôt côté financement. Et donc, j'ai essayé de faire des études qui correspondaient à cela. Donc, j'ai une maîtrise banque de Dauphine, en fait, et ensuite un DESS, l'équivalent du Master 2 désormais, de l'IAE pour la gestion des entreprises, pour avoir justement une forme de compétence dans cette interaction. Et à l'époque, je pensais travailler dans l'analyste crédit, en fait, comme analyste crédit dans une banque. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans dans une banque régionale du groupe Banque Populaire qui est aussi dans le groupe BPCE comme Seventure. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, c'était passionnant et ça m'a donné une possibilité, c'est de comprendre en fait comment étaient financées des entreprises classiques, dans la mesure où les entreprises que je vois désormais sont un peu atypiques de par les modes de financement, de par les croissances, etc. Et donc ça m'a donné un vernis, mais un vernis que je trouve intéressant pour la suite de l'aventure. Ensuite, j'ai eu la chance de me retrouver contrôleur interne de manière assez atypique de l'ancêtre de Seventure, donc la société de capital investissement du groupe Banque Populaire à l'époque. Et c'était là, on est à la fin des années 90, et il y avait en fait à l'époque, on était un peu avant la bulle Internet, il y avait une émanation du groupe qui faisait des introductions en bourse sur les nouveaux marchés, et donc ils avaient besoin de renforcer le contrôle interne, la déontologie, et je me suis retrouvé là à occuper ce poste, assez intéressant, et c'était ma première vue sur des sociétés innovantes, et j'ai fait ça pendant 2 ans également. Et 2 ans plus tard, en fait, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe innovation de Seventure, qui s'appelait à l'époque SPEF, Venture. Et donc, je suis tombé en fait un peu par hasard, mais avec beaucoup d'envie dans le travail que je fais encore aujourd'hui. Donc, en gros, mon parcours professionnel, c'est 27 ans, mais c'est 2 ans analyste crédit, 2 ans contrôleur interne, et un peu plus de 23 ans donc comme directeur de participation dans l'innovation. Plutôt digital à la base et maintenant digital et sportec. Alors, tu nous as dit que Seventure Partners faisait partie du groupe BPCE, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à la fois sur son histoire, son fonctionnement et la proposition de valeur pour les investisseurs de Seventure Partners ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, Seventure Partners a été créé il y a en 1997, donc ça fait 26 ans désormais. Comme bras armé en fait pour financer l'innovation dans les entreprises innovantes, plutôt clients des banques populaires au départ. Et en fait, l'idée c'est qu'un nouveau outil fiscal était apparu, les FCPI, qui permettait à des particuliers de défiscaliser de l'argent tout en finançant des sociétés innovantes. Banque Populaire était pionnier dans ce lancement de ce fonds-là. Et donc l'idée c'était de créer une équipe pour financer des sociétés innovantes à partir de cet outil-là. Donc ça c'est vraiment la genèse de Seventure. Et depuis en fait, on a chaque année levé des fonds fiscaux de ce type-là. On lève encore un cette année. Je vous incite d'ailleurs à aller voir les banques pop et les caisses d'épargne qui peuvent vous en proposer. Et donc ça, c'était vraiment le cœur de métier, c'est-à-dire on finance l'innovation. Donc 2 grandes verticales, historiquement le digital et la santé, qui sont historiquement les 2 grandes verticales du capital risque. Et donc à travers des fonds fiscaux, des fonds particuliers. Donc on était plutôt
vus comme des acteurs petits bras ou seconde division à l'époque, parce qu'en fait, il y avait face à nous des fonds institutionnels, souvent émanation aussi de groupes bancaires, hein, qui ensuite ont pris leur indépendance. Mais n'empêche qu'on faisait le même métier, on avait juste plus de complexité parce que c'était des fonds plus petits, levés chaque année avec des contraintes fiscales, et ça permettait à des particuliers de financer l'innovation de manière avec des montants plus petits que des business angels et en répartissant leurs risques. Donc ça, c'est vraiment ce qui a permis à Seventure de se développer. Bon, désormais, on est un peu plus gros, hein, on gère plus d'1 milliard, donc on est un acteur à la fois historique, mais de taille relativement significative dans notre métier, qui reste une niche, hein, le capital risque, le capital innovation. On a développé donc les deux verticales historiques, à la fois avec ces fonds fiscaux, mais aussi en créant depuis 2013, des fonds institutionnels, donc c'est le même métier, mais des fonds monothématiques cette fois-ci, certains côté sciences de la vie, d'autres côté digital, et souscrits par des institutionnels ou des corporates, des industriels qui s'intéressent aux métiers qu'on regarde. Donc ça c'est le deuxième niveau en fait. Et à partir de ces deux thématiques, on a aussi décliné des nouvelles thématiques qui souvent étaient un peu liées. Donc il y a eu la santé animale en premier, et ensuite il y a eu le sport tech. Donc ce qui vous intéresse et ce qui m'a permis de rencontrer Armel, en fait. Donc là l'idée c'est de dire il y a beaucoup d'innovations en France autour de la sport tech. Il y a des belles entreprises. On est dans un stade de maturité probablement beaucoup moins abouti que dans le digital de la santé pour l'instant, mais il y a beaucoup de potentiel. Donc c'est le bon moment pour nous de créer un fonds qui fait la même chose, c'est-à-dire financer l'innovation en capital dans ce domaine-là. Et depuis, on a aussi une nouvelle thématique que je maîtrise moins bien, mais qui est l'économie bleue, donc tout ce qui est autour de la mer au sens très large, qui est aussi, d'après nous, un secteur plutôt intéressant. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on est un acteur de capital innovation depuis plus de 25 ans. On fait toujours la même chose, on prend des sociétés relativement jeunes, on les accompagne en financement pendant plusieurs années, on essaye ensuite de trouver une équité pour nos souscripteurs, et donc dans différentes thématiques. Est-ce que tu aurais quelques exemples d'entreprises dans lesquelles vous avez investi au niveau de Seventures et plus particulièrement des dossiers que toi tu as suivis? Bon, on a accompagné plus de 300 sociétés depuis notre création, donc il y en a un certain nombre. Donc certaines sont très bien développées. Je vais pas trop parler de la partie santé parce que c'est pas celle que je maîtrise le mieux, mais on a des très belles sociétés qui ensuite qui en plus ont souvent des très belles perspectives, hein, qui peuvent donner de l'espoir dans certains cas, révolutionner des choses dans le microbiote qui est la spécialité de mes collègues en sciences de la vie. Côté digital, les sociétés les plus connues qu'on a financées historiquement, c'était Vistaprint, qui avait révolutionné à l'époque. Alors c'est plus forcément maintenant la priorité des gens d'avoir des cartes de visite, mais historiquement, ça avait permis de révolutionner en fait l'imprimerie par internet des cartes de visite avec une très belle société qui ensuite a été cotée au Nasdaq. Donc c'était pas une licorne parce qu'elle a été cotée plus vite au Nasdaq, mais elle est devenue une société qui vaut plus d'1 milliard d'après sa cotation. Donc ça, c'est une des plus belles sociétés qu'on avait accompagnées avec des hauts et des bas et une très belle une finalité parfaite et un très bon dirigeant. Plus récemment, il y a eu Talentsoft. Donc là, on est aussi dans le digital, mais on se rapproche de Ronalp en fait, hein, parce que c'était racheté par Cegid lorsque nous on a quitté le capital. Donc avec une très belle traction commerciale, je sais qui est passé de zéro à près de 100 millions d'euros d'ARR le moment où on a pu l'accompagner pendant une petite dizaine d'années, et qui avait un parcours assez impressionnant, et peut-être une des plus belles sorties en cash en tout cas dans le monde tech ces dernières années. Donc la fin d'une aventure pour nous, mais on est très fiers d'avoir accompagné cette société-là. Dans le monde de la sport tech, là on a des sociétés assez intéressantes, alors peut-être moins connues pour l'instant, mais on espère qu'elles seront également très connues par la suite, comme Skillturner. Donc là c'est une société développée autour d'une technologie, d'un centralien en fait, qui permet de qualifier en fait les joueurs de foot, avec comme clients en fait les clubs de foot qui ont besoin de faire du scouting en fait de leurs joueurs dans le monde entier, et simplement à partir des vidéos, donc sans envoyer de personnes, sans mettre des capteurs sur les joueurs, et donc de qualifier de manière très intelligente, très pertinente et de manière équivalente pour tous les joueurs et quels que soient les matchs. Et donc c'est une société qui a une très belle performance commerciale, qui a un produit très technologique et assez rare, et qui depuis s'intéresse à des nouveaux sports et a été sélectionné par la NBA, son programme d'accélération en 2023, là, qui est plutôt très bien passé. Donc voilà, là, tout ce qu'on aime bien dans les sociétés, un jeune dirigeant très dynamique avec une très belle vision marché, un produit de grande qualité et probablement meilleur que les concurrents étrangers,
et une croissance commerciale déjà avérée grâce à la reconnaissance produit, et en plus une société qui dépense peu d'argent. Alors, ça c'est dommage pour nous, on n'a pas pu déployer assez d'argent, mais parce qu'en fait la valeur ajoutée de son produit étant reconnue, il arrive à le vendre à un prix intéressant et dans le monde entier. Voilà, donc ça c'est le genre de société qu'on aime bien. Ça c'est le succès, il n'y a pas eu que des succès évidemment, mais en tout cas on est très fiers d'avoir accompagné toutes ces sociétés ces 20 dernières années. Alors, tu peux aussi nous parler de Hardloop, puisque Julien Jérémy a été notre deuxième invité de la saison précédente sur la RSE, et on lui fait un petit coucou d'ailleurs. Oui, alors je voulais pas faire de copinage, donc comme je savais qu'il était proche, je l'avais pas cité comme exemple, mais évidemment Hardloop. Alors là, on est un peu plus éloigné de notre cœur de métier, mais on est plutôt sur l'investissement B2B. Là, avec Hardloop, on revient dans du B2C, hein, c'est un site internet de grande qualité avec une belle offre de produits et des dirigeants enthousiasmants, avec en effet ce côté RSE qu'on retrouve pas toujours dans le e-commerce et qu'ils essayent de développer. Donc ça c'est une société qu'on aime bien, et là aussi on y reviendra peut-être dans d'autres questions, mais c'est vraiment les dirigeants nous ont tapé dans l'œil entre guillemets dès le départ en fait, par rapport à d'autres sociétés du même type qu'on aurait pu voir. On aimait bien leur vision, on aimait bien la manière dont ils se comportaient. Donc voilà. On accompagne cette société avec d'autres co-actionnaires, mais on trouve qu'ils ont une traction en effet fort sympathique. Justement, comme tu détailles un petit peu ce qui vous a plu chez Hardloop, si demain je voulais monter un fonds d'investissement comme Venture Partner, sur quoi je devrais être vigilante? C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner? Alors, pour créer un fonds d'investissement, je pense que le métier s'est fortement professionnalisé. Évidemment, sur ces 25 dernières années, l'écosystème s'est construit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il s'est aussi ouvert, hein, donc il y a beaucoup plus d'opportunités probablement qu'il y a 20 ans. En revanche, la barrière à l'entrée est un peu significative pour créer un nouveau fonds d'investissement, ou en tout cas la société de gestion qui doit être derrière le fonds d'investissement, parce que le fonds c'est juste un réceptacle pour l'argent, mais c'est surtout la société de gestion qu'il faut créer. Et ça, c'est pas simple, parce qu'en fait, il y a des contraintes réglementaires, et c'est plutôt bien. Il y a des contraintes pour lever l'argent, et donc trouver les souscripteurs, et donc il faut avoir une bonne idée, un peu comme les entrepreneurs, et en fait, il faut faire la même chose que les entrepreneurs qui viennent nous voir, mais avec d'autres types d'investisseurs, ceux qui investissent dans les fonds. Et donc c'est ça peut-être le plus dur, c'est de donner envie à ces investisseurs qui sont quand même assez moutonniers. Il y a quand même une offre assez forte de fonds d'investissement sur la place. Donc moi je pense que pour réussir un nouveau fonds d'investissement, il faut avoir un peu comme un entrepreneur un marché cible, ou en tout cas une vision sur une nouvelle verticale par exemple, auquel on croit, où on est pertinent pour expliquer pourquoi on y croit, et donc aller convaincre ces investisseurs. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, comme un entrepreneur de start-up probablement. Moi, je suis arrivé dans une société déjà créée, donc j'ai pas vu cette phase-là, hein. On doit la refaire régulièrement pour lever des nouveaux fonds, mais le premier fonds doit être assez dur, j'imagine. Et donc c'est ça la difficulté, c'est d'être convaincant et trouver des investisseurs qui ont envie de prendre un nouveau risque. Alors pour ceux qui aimeraient beaucoup créer un fonds d'investissement, il faut en plus pas être trop allergique aux formalités administratives, parce que pour la blague, j'avais essayé de regarder ce qu'il fallait pour donc en créer un il y a de ça 1 an, et l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, m'avait envoyé un tableau Excel qui comportait 419 lignes, et pour 417 d'entre elles, il fallait apporter entre 1 et 4 preuves matérielles des questions qui étaient posées. Donc des fois, c'est une attestation d'assurance. Bon, on peut se dire que c'est pas trop compliqué, mais il y a des choses qui sont autrement plus compliquées, et surtout rassembler un dossier de 417 pièces matérielles administratives, c'est clairement pas la partie la plus fun. Oui, c'est le type de barrière à l'entrée qui existe. Alors après, ça a une vertu, hein. Je parlais avec mon ancienne casquette de contrôleur interne, c'est que ça évite peut-être que des fonds Madoff existent en France, donc ça peut être intéressant, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail avant même de pouvoir créer ce premier fonds. Alors une fois que le fonds est créé, comment ça fonctionne? Un fonds d'investissement comme Venture Partners, comment ça marche en fait? Pour être très clair, en fait, nous, notre métier, c'est de gérer l'argent qu'on nous confie. Donc il faut d'abord trouver de l'argent. Donc ça, c'est les fonds, et donc il faut lever de l'argent auprès de personnes qui ont un intérêt, déjà pour la matière, et puis pour les perspectives de rendement qu'on leur propose. Alors côté particulier, c'est un rendement qui est risqué, mais avec corrélé à un avantage fiscal, ça c'est les FCPI. Et pour les institutionnels, c'est un rendement qui est risqué également, mais qui peut être corrélé à une envie aussi de connaître un peu mieux le secteur qu'on adresse, d'avoir des liens avec les startups qu'on a la chance de rencontrer.
Voilà, donc ça c'est ces deux mondes-là, mais il faut les convaincre les uns ou les autres, et nous en ce qui nous concerne les deux parce qu'on a les deux types de fonds pour avoir le carburant pour investir. Ça c'est très en amont. Il faut lever des fonds, avoir l'argent. Ensuite, il faut une équipe d'investissement. Alors c'est souvent les mêmes parce que pour convaincre les investisseurs, il vaut mieux quand même savoir ce qu'on va faire de l'argent. Donc on a une équipe pour le développement commercial, mais souvent les gérants ou les directeurs d'investissement sont impliqués dans la levée des fonds pour essayer d'expliquer, un peu comme un entrepreneur va lever des fonds, pourquoi c'est pertinent de nous confier de l'argent pour une durée en plus assez longue, d'une dizaine d'années. Et donc ensuite, il faut qu'on trouve des sociétés. Donc selon la maturité de cette gestion, c'est plus ou moins simple. Nous, on a la chance d'être présents depuis très longtemps, d'avoir un écosystème d'anciens dirigeants. Donc, Julien, typiquement d'Hardloop, s'il voit une nouvelle société, j'espère qu'il pensera à nous et qu'il nous proposera de les rencontrer. Donc, on a pas mal de dossiers entrants, mais on doit aussi les chercher, regarder les endroits où on peut trouver des opportunités d'investissement. Donc, ça, c'est une partie du travail qui est aussi faite avec nos analystes, mais c'est relativement important. Et ensuite, il faut pour les sociétés qu'on a choisies et qui ont envie de travailler avec nous, négocier l'entrée au capital, les conditions. On est en concurrence, qui n'est pas une concurrence que frontale avec nos confrères, parce que souvent, on investit à 2 ou 3 fonds d'investissement, donc on est concurrent souvent, mais on est aussi co-actionnaire sur un grand nombre de sociétés, donc on se parle beaucoup et c'est sûrement mieux comme ça. Donc on rentre au capital et ensuite là les problèmes commencent, entre guillemets, je plaisante, mais là, il y a le suivi. Et donc, évidemment, ça se passe pas comme on nous l'a vendu. Le business plan qu'on nous a indiqué ne passe pas. Enfin, la réalité, c'est pas le business plan, mais ça, on le sait, donc c'est pas très grave. Et ensuite, c'est comment les dirigeants, avec, on espère, un peu notre aide, mais se comportent et réussissent à faire évoluer leur société pendant plusieurs années, avec des moments clés. Ça peut être des acquisitions, ça peut être des trous d'air dans l'activité, ça peut être des recrutements, des brouilles entre dirigeants également, ça existe, c'est assez régulier, c'est normal, vu les problèmes rencontrés par ces jeunes sociétés. Et au bout d'un moment, il faut qu'on trouve une liquidité. Donc ça peut être une liquidité totale, donc là c'est la société qui est vendue, et donc on est souvent associé à cette partie-là aux côtés des dirigeants, mais qui reste évidemment moteur. Donc ça peut être une liquidité partielle, soit par un fonds plus gros qui nous assure une liquidité et qui lui va assurer le financement pour les années suivantes pour les sociétés. Ou alors une liquidité partielle avec même un LBO quand les sociétés deviennent rentables. Il peut y avoir des OBO ou des LBO. De plus en plus, on a des sociétés qui peuvent faire ce chemin-là avec une sortie plus financière. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout le travail de la société de gestion en société innovation. Et en fait, on est souvent multitâche, donc on intervient à ces différentes phases, épaulé selon les cas par nos collègues du développement pour la partie levée de fonds, notre back middle office pour la partie investissement, etc. Alors pour nos auditeurs qui se demanderaient pourquoi parfois plusieurs fonds co-investissent ensemble dans la même entreprise alors qu'on pourrait penser qu'ils sont d'abord concurrents, eh bien l'avantage en fait c'est que chacun limite sa prise de risque et ça permet de partager le risque au lieu que la prise de risque ne repose que sur un seul fonds d'investissement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que je présume que en conseil d'administration, vous pouvez aussi avoir des points de vue et des approches différentes, chacun avec des track records différents, et donc amener pour les entrepreneurs en face aussi plus de savoir, plus de connaissances et plus d'analyse marché. Oui, si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense que c'est aussi une aide pour le dirigeant. C'est-à-dire, je pense que c'est assez dur pour un dirigeant d'être en face à face avec un seul investisseur, parce qu'il y a forcément des moments où on n'est pas complètement d'accord, ou en tout cas où on se pose des questions. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus sain, en fait, d'avoir au moins 2 personnes face à lui. Alors, ça peut être des business angels, ça peut être 2 fonds, mais en tout cas, de pas être juste 2. Je pense que ça apporte vraiment une aide à la fois aux dirigeants et que ça donne plus de chances à la société de réussir. Également, je pense qu'en cas de réinvestissement, ce qui est souvent fréquent dans les sociétés qu'on accompagne, et c'est normal, c'est mieux aussi de garder des cartouches les uns et les autres, et c'est rassurant aussi pour le dirigeant d'avoir des gens aux poches plus profondes au global qui peuvent l'accompagner pour la phase d'après ou pour passer un moment un peu plus difficile. Donc, c'est souvent vertueux. Après, il ne faut pas que les 2 fonds, si ces 2 fonds soient complètement orthogonaux dans leur manière de voir les choses, sinon ça peut être aussi compliqué là pour le dirigeant en face. Mais là aussi, tout le monde se connaît plus ou moins, donc on sait les pratiques et même les modes de pensée, donc il faut être un peu différent, mais quand même avec des points communs sur
comment on souhaite accompagner les sociétés pour que ça se passe bien. Est-ce que tu peux nous parler du processus entre le moment où vous avez un dossier de levée qui arrive sur ton bureau, par exemple, et le moment où vous le financez? Est-ce qu'il y a des étapes particulières? Est-ce que ça dure un certain temps? Et puis surtout, est-ce que vous avez des critères pour prendre un dossier ou au contraire le refuser? Oui, alors ça dure toujours trop longtemps du point de vue du dirigeant parce que il considère que c'est du temps perdu et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour un dirigeant de lever des fonds, de voir plusieurs fonds, de répondre à nos questions, de muer les éléments de réponse aussi écrits, de faire des tableaux, etc. Donc c'est vrai que ça prend du temps, ça, il faut pas le nier. Donc c'est pour ça que c'est important de pas faire ça tous les 6 mois non plus pour pouvoir aussi gérer son entreprise. Donc ça prend du temps. Donc le temps, je pense que c'est plutôt plusieurs mois que plusieurs semaines, hein, entre vraiment le moment où on entend parler pour la première fois du dossier, même si souvent c'est les sociétés qu'on a suivies avant ça et qu'on a vu peut-être quand elles étaient trop en amont et qu'on revoit, donc on peut gagner du temps de cette manière-là, mais en règle générale, ça prend quand même 2 ou 3 mois entre le premier rendez-vous et le closing. Et les étapes, c'est évidemment comprendre bien la société, comprendre le dirigeant, ses motivations, et ensuite se plonger dans le business plan, faire des références calls, etc., et passer nos étapes de comité. Ça c'est simplement pour savoir si on veut y aller. Et ensuite, il y a les négociations des termes et conditions, où là, c'est aussi de son côté, où il faut qu'il dise s'il a envie qu'on l'accompagne et qu'on tombe d'accord sur les droits et devoirs de chacun d'entre nous avant l'investissement. Donc, c'est tout ça qui prend du temps. Ensuite, sur les critères, c'est pas très original, mais je pense que c'est logique. Il y a 4 critères principaux. Évidemment, le premier critère, c'est le marché adressé par la société. Je vous l'ai dit, nous, on est plutôt, alors, Arloop est un contre-exemple, mais il y a un beau contre-exemple, mais on est plutôt des acteurs B2B. Voilà, donc c'est quel est le marché adressé par la société. Ensuite, c'est quel est le produit qui propose ou service pour ce marché. Donc, et comment alors le marché, il faut qu'il soit suffisamment grand, sinon ça fait peur souvent aux investisseurs qui ont envie d'avoir un terrain de jeu pour la société assez large, que la société ait le temps de se développer, atteigne une taille suffisante et qu'il y ait un nombre d'acquéreurs à la fin suffisant. Donc le produit, est-ce que le produit est pertinent par rapport au marché, est-ce qu'il est disruptif, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à ce marché-là? Ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième point, mais qui est le principal, hein, c'est l'équipe de dirigeants pour reporter ce projet. Donc, ils ont un produit, ils ont un marché, mais qui va développer la société, à la fois le fondateur et son équipe autour de lui. Alors, dans la maturité des sociétés, l'équipe autour est plus ou moins importante parce que quand on arrive plus en amont, c'est surtout le dirigeant, fondateur. Quand c'est des sociétés un peu plus matures, c'est toute une équipe déjà qu'il faut qualifier. Comment ils fonctionnent ensemble. Quels sont les moteurs du dirigeant? Ça, c'est assez important. Est-ce qu'on est en phase avec l'éthique qu'on imagine du dirigeant, sa transparence? La transparence est très importante pour quand il y a des problèmes, on les résolve le plus rapidement possible ensemble. Donc le dirigeant, et c'est dur à qualifier parce qu'on est sur de l'humain, mais ça reste évidemment le point clé. Et puis le quatrième élément, c'est le business plan, mais qui finalement est un peu la synthèse des éléments précédents. C'est comment il va vendre son produit ou son service dans ce marché-là, à quelle vitesse, avec quelles ressources. Et est-ce que c'est cohérent par rapport au montant qu'il nous demande? C'est ces 4 critères, en pondérant beaucoup plus évidemment le dirigeant. Et la difficulté, donc le plus dur, c'est le dirigeant à qualifier. Le plus simple, c'est probablement le produit, parce que finalement un produit techno, on peut assez vite se faire une idée si c'est un bon produit ou pas. Donc, ça, c'est plutôt simple. Le BP, on sait qu'il sera pas tenu, donc finalement les chiffres, c'est pas très important, c'est plutôt la manière dont il est construit qui nous intéresse, parce que ça permet de révéler beaucoup de choses sur comment le dirigeant réfléchit, ça c'est très important. Et le marché, c'est assez dur parce que on peut qualifier un marché, mais souvent c'est des marchés qui sont en croissance, hein, c'est ça qui nous intéresse souvent. Et donc ce qu'on maîtrise pas et qu'on peut pas maîtriser, c'est la pente du marché. Typiquement, on avait investi il y a très longtemps dans une société qui faisait un très beau produit à base de téléphone NFC sans contact, et on était persuadé que 2 ans plus tard, on aurait tous des téléphones NFC dans notre poche. Alors, ça a mis 10 ans par rapport au moment où on avait investi dans la boîte, donc c'était pas pertinent en fait d'investir à ce moment-là. La techno était bonne, l'équipe était bonne, le produit était excellent, et d'ailleurs c'est ce qui nous a permis à la fin de vendre la société pour sa technologie. En revanche, la pente du marché, on l'avait très très mal identifiée collectivement, hein, les dirigeants et nous. Ouais, mais à partir de ces 4 éléments, on se fait une conviction. Alors, on peut avoir tort ou raison, mais en tout cas, c'est ça qui permet de
ensuite de porter un dossier jusqu'à l'investissement. Et quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs qui voudraient lever des fonds? Est-ce que il y a des points de vigilance spécifiques à retenir? Est-ce qu'il y a des erreurs effectivement à ne pas faire qui sont communes? Oui, je pense qu'il y en a plein. Alors, je suis pas de ce côté-là, donc il y a peut-être des choses que je comprends pas, mais je pense qu'il faut d'abord être curieux. C'est-à-dire que c'est vraiment une aventure, une levée de fonds. C'est très impliquant pour le dirigeant et pour de nombreuses années, donc il faut pas qu'il se trompe. Ça peut être dramatique pour lui et pour sa société. Et du coup, il faut qu'il soit curieux, c'est-à-dire bien comprendre comment se passe une levée de fonds, se renseigner avec d'autres dirigeants qui ont déjà passé ces étapes, se renseigner sur les fonds qui regardent. Alors, il peut être accompagné par un leveur de fonds ou pas. S'il est accompagné, évidemment, il va gagner en maturité assez vite. Mais c'est pas une obligation. Il peut très bien faire la levée tout seul s'il en a les capacités et le temps. Et donc, se renseigner sur les fonds qui pourraient l'accompagner. Ne pas hésiter à discuter avec des sociétés qui ont déjà été accompagnées par les mêmes fonds et les mêmes personnes pour comprendre vraiment ce que ça implique et comment les fonds se travaillent. Ça, c'est très important. Et ensuite, il y a quand même le montant levé, c'est-à-dire que parfois, il peut y avoir une inflation des montants levés parce qu'on se dit, plus on lève de l'argent, les fonds arrivent souvent minoritaires, donc plus ma valorisation sera importante. C'est valorisant même au sens virtuel du terme de se dire, mais c'est plus sympa d'avoir une boîte qui vaut 20 millions que 10 millions en ayant levé 10 millions plutôt que 5 millions. Peut-être, mais à la fin, ça veut dire que ça implique plus de devoirs, plus de contraintes. Et donc, je pense qu'il faut vraiment bien calibrer le timing, le montant de l'argent qu'on lève, parce que ça peut être destructeur de lever trop ou pas assez dans un autre sens. Mais voilà, donc vraiment avoir bien réfléchi sur le timing, les gens avec qui on va s'adresser et poser des questions. Voilà. Tout l'écosystème, on a de la chance en France, l'écosystème est quand même très développé désormais. Donc je pense qu'on a accès à l'information de plein de manières différentes. Il faut construire son information avant d'aller sur la route. C'est ça mon principal conseil. Selon toi, c'est quoi les erreurs classiques à éviter quand on lève des fonds? Je pense que ces dernières années, en tout cas, beaucoup de personnes ont levé trop d'argent et peut-être avec des fonds qui avaient envie de déployer trop d'argent, mais et c'était pas du tout, c'est pas péjoratif, mais quand on déploie beaucoup d'argent, on veut aussi un retour significatif, donc ça a obligé en fait à aller sur des modes de développement très agressifs qui peuvent être gagnants, mais qui correspondent pas à toutes les entreprises. Et donc, je pense qu'il faut pas avoir d'erreur de casting, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lever de l'argent par rapport au projet qu'on a envie de faire, pas par rapport au projet qu'on pense qui va plaire aux investisseurs. Parce que au bout d'un moment, je pense que ça se retourne contre les dirigeants et contre les investisseurs. Et un investisseur, il peut se tromper sur une ligne, il passera à une autre. C'est plus impliquant quand même pour un dirigeant. Donc, vraiment, cette adéquation montant projet est super important. Ça, c'est à la levée de fonds. Et ensuite, dans la vie de la société, il y a beaucoup d'autres choses auxquelles il faut faire attention, mais c'est quand même ça. Essayer d'être entouré avec des gens avec qui on peut fonctionner durablement, parce qu'on va rester associé pendant des années. Ça peut être dangereux. Est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote, quelque chose d'insolite qui se serait passé chez Seventure Partners depuis que tu y travailles, peut-être sur des dossiers un peu spécifiques ou des épopées que tu peux nous partager? Alors, j'ai une anecdote, mais qui est peut-être pas très intéressante, mais qui m'a quand même marqué, c'est que parfois il y a des alignements d'intérêts. Donc, moi, je pense qu'on a la chance côté VC d'être souvent aligné avec l'intérêt de la société, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que tout se passe comme on nous l'a dit, qu'on sorte au bout d'un moment, on est en plus-value, on rend plus d'argent à nos souscripteurs, et la vie est belle. Et à la limite, si on n'a pas du tout eu besoin de travailler, parce que tout s'est passé comme on nous l'a dit, c'est parfait. Ça arrive assez rarement. Et des fois, on est complètement désalignés. Et donc, il y a des moments de tension dans les conseils d'administration. C'est pas drôle, mais c'est utile, et je pense que ça fait partie de notre métier, en fait, d'essayer de résoudre ces problèmes-là. Et je me souviens d'un conseil d'administration qui allait être très douloureux, parce que on savait qu'on allait forcément au clash entre les fonds et une partie du management, et que ça allait être... C'était des gens qui humainement étaient tout à fait agréables, mais on était vraiment en désalignement complet sur ce qu'il fallait faire de la société, et nous, on pensait que c'était vital de changer des choses pour que la société perdure, et donc notamment de proposer un changement de dirigeant. Et moi, j'aime pas, je pense que c'est utile de le faire, donc je le fais parce que ça fait partie de mon travail, et je pense que c'est important pour la performance de nos fonds.
mais c'est pas du tout des moments agréables. Et donc pour quelques minutes avant ce board-là, j'étais un peu en avance et je me suis dit j'allais me manger une glace avec plein de chocolat parce que ça va me faire du bien avant cette épreuve délicate. Et donc dans ce magasin de glace à Paris, j'ai retrouvé le dirigeant qui devait avoir avec qui j'allais m'affronter peut-être quelques minutes après, mais qui avait la même manière pour décompresser avant un moment délicat. Et donc finalement ça nous a fait sourire et ça m'a confirmé le fait que humainement on était un peu pareil. En revanche, on n'a pas réussi à trouver un accord pour la société, donc la société à la fin a été sauvée. C'était pas drôle comme conseil d'administration, mais voilà, c'était la petite anecdote où finalement derrière des réunions pas drôles, il peut y avoir deux personnes gourmandes. Pardon, je peux pas m'empêcher de rire parce que c'est quand même assez énorme. Vous n'êtes pas allé prendre une glace après pour vous remettre de vos émotions? Ah, c'était un peu tendu après. C'était plus dur après qu'avant. Bon, alors tu nous parles de moments difficiles, même s'ils sont doux et sucrés. Si tu regardes ton parcours depuis que tu es chez Seventures Partners, est-ce que, quelle est selon toi ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? Oui, j'ai fait plein d'erreurs, forcément. Alors, j'essaye d'en faire de moins en moins, mais finalement, c'est compliqué parce que mes principales erreurs, et je crois que tu as peut-être d'autres questions sur le sujet, c'est des sociétés qui sont très bien développées, qu'on avait vues et que finalement on n'a pas financé alors qu'on aurait peut-être pu le faire. Donc, une perte d'opportunité finalement pour nos souscripteurs. Donc ça, c'est désagréable, même si c'est contrebalancé peut-être par le fait qu'il y a plein de sociétés qu'on n'a pas fait parce qu'on pensait qu'elles allaient dans le mur et malheureusement sont aussi allées dans le mur, mais n'empêche, il y a quand même plusieurs sociétés comme ça qu'on a vues, qu'on aurait probablement pu faire et rentrer au capital et qu'on n'a pas fait. Et donc on a essayé de regarder avec le recul, avec notre expérience collective dans l'équipe, les grilles d'analyse qu'on a pu mettre en place, est-ce qu'on les aurait fait 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard? Et finalement, on n'est pas sûr parce que c'était des sociétés qui sont très très bien comportées, donc qui étaient complètement atypiques, des espèces d'ovnis en fait dans les startups, pour les plus brillantes d'entre elles. Et donc c'était pas forcément celles où c'était logique avec des critères objectifs de se lancer. Mais il y avait quand même un point commun, c'est qu'à chaque fois c'était des dirigeants très brillants, humainement tout à fait positifs, assez durs, et c'est peut-être comme ça qu'ils ont réussi, mais en tout cas le point clé, c'est que c'était des dirigeants vraiment très brillants. Et dans l'une d'entre elles, que je citerai pas, mais j'avais vu ce dirigeant qui avant était passé comme CTO dans une autre de nos participations, et j'avais les indices que c'était quelqu'un d'exceptionnel en fait. La société était trop en amont par rapport à nos investissements de ce moment-là, et donc par facilité entre guillemets, on n'a pas été se mettre en risque alors que le dirigeant était quand même exceptionnel pour faire un investissement qui était un peu décalé par rapport à ce qu'on avait vendu à nos souscripteurs. C'est mon principal regret parce que c'était une très très belle société, il a eu un très très beau parcours, les fonds qui l'ont accompagné ont été très très successful. Voilà, et donc pour me remettre de ça, je me dis juste que c'était hors focus de notre investissement, mais honnêtement, c'est un vrai regret. Et du coup, tu soulèves un point qui est quand même très important. Toi, t'es pas psychologue ou analyste comportemental. Comment tu fais pour, puisque c'est l'un des critères principaux, pour déterminer que tu as en face de toi un dirigeant ou une équipe de cofondateurs qui sont des stars ou les futurs rockstars de demain? Est-ce que vous avez un framework? Est-ce que vous leur faites passer des tests psychologiques? Comment ça marche? Non, alors très honnêtement, c'est vrai que c'est le point très important et c'est assez dur à qualifier. Je ne sais pas si les tests psychologiques marcheraient forcément parce que c'est un animal particulier, l'entrepreneur. Il faut à la fois avoir envie de prendre du risque, être quand même assez structuré pour mener les équipes, etc. Donc c'est un profil qui à mon avis rentre dans aucune case. Mais, moi, je pense qu'il faut qu'il soit un peu fou, mais pas trop, c'est-à-dire ou fou pour la bonne cause en tout cas. Et donc non, la manière de le qualifier, il y a plusieurs voies quand même. Alors le plus simple, il y en a de plus en plus, c'est les entrepreneurs qu'on connaît déjà, qui ont déjà eu un premier succès, qu'on réaccompagne une deuxième fois. Donc on a plusieurs en portefeuille. Donc là c'est simple parce que quand on les a vus pendant 10 ans, il y a quand même des points qui restent. Et souvent en plus, lors de leur deuxième société ou troisième société, il y a des erreurs qu'ils font pas. Ils ont gagné eux aussi en maturité. Et en plus, quand ils ont gagné de l'argent une première fois, ils prennent des risques plus forts, mais avec plus d'expérience. Donc ça donne vraiment des très beaux profils. C'est pas que de la psycho, mais en tout cas, c'est une manière de qualifier les dirigeants. Ça, c'est le plus simple. On n'a pas toujours la chance de réaccompagner pour une deuxième fois les dirigeants. Donc, une autre manière, c'est simplement
de discuter avec eux, ça évidemment, mais aussi de voir des personnes qui les connaissent, soit des anciens collaborateurs, des anciens coactionnaires, etc. Ça donne une idée. Et puis aussi dans les négociations, finalement, quand on rentre au capital, on voit les négociations, on voit comment ils se comportent avec nous, avec leurs conseils, même simplement. Et je trouve que des fois, ça donne une bonne. Ça permet pas de trouver les rockstars, en tout cas, mais ça permet sûrement d'enlever et de pas aller sur des dossiers où les dirigeants vont être compliqués ou pour des mauvaises raisons. Je pense que c'est plus un choix négatif qui est plus simple que le choix positif. C'est assez. Je pense qu'au bout de un peu plus de 20 ans, je suis plus capable de qualifier des dirigeants qui malheureusement vont avoir des problèmes que de qualifier ceux qui vont vraiment être les plus talentueux et créer des sociétés incroyables. Voilà, donc, ça enlève un peu de risque, mais ça ne permet pas de trouver forcément les prochaines rockstars. Et pourquoi alors ce métier, qu'est-ce qui te finalement te plaît? Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches donc dans ce métier-là? Bon, déjà c'est pas un métier agréable dans l'absolu, mais au-delà de ça, je trouve que c'est moi j'adore être entouré par des gens plus intelligents que moi. Donc ça, j'ai la chance, c'est mon quotidien. Et j'aime bien des choses variées. Il y a des métiers plutôt de spécialistes. Hein. Il y a des gens qui vont être spécialistes dans un domaine très particulier. Nous, je pense que notre métier, c'est pas ça. C'est plutôt au contraire d'être capable de parler avec des gens très différents. Un jour, on va parler avec des avocats pour mettre en place le pacte d'actionnaires. Ensuite, avec le directeur de la R&D pour comprendre la roadmap produit. Le dirigeant qui nous a expliqué sa vision. On va devoir se pencher sur un nouveau marché. Donc, moi, je trouve ça passionnant. En fait, je suis plutôt curieux, je pense, de nature. Et donc, avoir la chance de comprendre, éventuellement d'influer à la marge, en fait, sur des projets passionnants dans des domaines variés. Et la Sportec, ça, c'est encore une nouvelle étape hyper intéressante. Et typiquement, la Sportec, c'est à la fois découvrir des nouveaux modèles économiques, des nouvelles équipes enthousiasmantes, avec souvent beaucoup de passion, en plus, dans la Sportec. Peut-être plus que dans les logiciels RH, quoique, c'est pas sûr, mais quand même beaucoup de passion souvent sur le métier. Et tout en pouvant recoller ça avec en fait une dynamique de création de sociétés innovantes, comme ça existe dans d'autres secteurs. Donc voilà, ce mélange déjà entre passion, chemin critique pour créer des sociétés, moi je trouve ça passionnant. Et voilà, essayer de pouvoir discuter et comprendre des gens qui ont des compétences très fortes mais très différentes, je trouve ça passionnant chaque jour. Et donc mon métier est nouveau finalement chaque matin, et avec quand même des saisons. Hein. On a vu des sociétés plutôt pas matures dans les 10 premières années. Ensuite, il y a eu des sociétés plus grosses qui ont pu devenir agrégateurs d'autres startups. Ensuite, il y a eu des sociétés qui sont parties à l'international. On a la chance d'investir aussi côté digital en France et en Allemagne. Pour la côté Sportec, on regarde des sociétés en Europe entière. Donc, voilà, tout ça, ça donne aussi de la nouveauté ou encore de l'épaisseur qu'on peut regarder. Donc, c'est vraiment passionnant. Comment est-ce que tu vois le futur pour les fonds d'investissement dans les, on va dire, 3 à 5 prochaines années? Moi, je pense que les belles années sont encore devant nous. Là, il y a une forme de crise entre guillemets parce qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui ont été financées sur des business models peut-être un peu complexes, sur des modèles de levée de fonds récurrentes très rapprochés et donc des valorisations qui doivent peut-être attirer un petit peu, mais c'est provisoire et finalement des crises dans nos métiers, il y en a eu précédemment. En revanche, l'écosystème est vraiment fort, c'est-à-dire qu'il y a des fonds à tous les stades de maturité, il y a désormais des fonds d'amorçage, des fonds série A, série B comme ce qu'on fait, des fonds de grosses, des fonds internationaux qui ont envie d'investir en France. Il y a beaucoup de gens qui sortent de start-up ou de grands groupes qui vont recréer des start-up. Donc l'écosystème est vraiment complet désormais en France. Il manque quand même la brique Nasdaq en Europe, mais bon, les plus belles sociétés peuvent toujours partir au Nasdaq et puis peut-être qu'à un moment donné, on saura créer un marché boursier aussi. Mais en tout cas, la plupart des cases sont désormais remplies. Donc ça, c'était pas le cas il y a 10 ans, encore moins il y a 20 ans. Donc ça, c'est super. Le terrain de jeu est vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup d'intelligence dans l'innovation en Europe et en France en particulier, dans beaucoup de domaines, hein, mais le sport notamment, mais pas que. Le digital et la santé aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de sociétés qui vont émerger. Donc, je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire dans la partie fonds d'investissement. Ensuite, il y a quand même, je pense, un lien qui va se faire entre le capital innovation et le capital développement. Pourquoi tu penses que les fonds de développement et les fonds d'amorçage les fonds de grosses, vont se rapprocher? En fait, je pense que les sociétés les plus matures correspondent à l'innovation sont désormais les cibles pour les fonds de PE plus traditionnels, en fait. Et donc, des mondes qui étaient complètement disjoints
deviennent en fait des mondes, une suite, pour certaines sociétés en tout cas. Et donc ça permet à ces deux mondes de se rapprocher, de gagner peut-être chacun en compétences dans le domaine qu'il n'avait pas, c'est-à-dire que les fonds de PE comprennent de mieux en mieux la digitalisation notamment, ou des modèles économiques plus innovants, et donc ça leur permet d'accompagner des sociétés sur de nouveaux business models. Et nous, de notre côté, on va peut-être un peu plus financiariser quand même le financement des startups, qui pour l'instant était hyper basique, avec une intervention en action, voire en obligation, et des schémas très simples. Et donc, je pense que ça peut permettre aussi de gagner en performance, à la fois pour les dirigeants et pour les fonds, sur la manière de financer les startups. Voilà, donc je pense que ces deux mondes vont se rapprocher, que ça va créer beaucoup d'opportunités pour les fonds, pour les dirigeants, et c'est plutôt enthousiasmant. Merci beaucoup Bruno Rivet, directeur associé en charge des technologies digitales et des sporttech chez C-Venture Partners, d'avoir été notre invité. Alors, les points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que une levée de fonds prend plusieurs mois. Donc, si vous avez besoin de réaliser une ouverture de votre capital, il vous faudra être curieux et anticiper le plus possible ces démarches pour ne pas vous retrouver étranglé. Le deuxième point, c'est que chez C-Venture Partners, il y a principalement 4 critères d'analyse. La taille et le type de marché adressé par la société, et aussi évidemment la pente du marché. Est-ce qu'elle est croissante ou descendante? Le deuxième critère, c'est le type de produit ou de service. Est-ce qu'il y a aussi un bon PMF, comme on dit dans le jargon, le fameux Product Market Fit? Le troisième critère, c'est le business plan. Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce qu'il est cohérent? Même si, en réalité, c'est pas le critère le plus important, parce que, comme l'a dit Bruno, ils sont rarement respectés. Par contre, le critère le plus important, c'est l'équipe dirigeante, ses motivations, son éthique, et finalement, est-ce qu'elle est un peu folle, mais pas trop quand même? Et enfin, le dernier point à retenir, c'est qu'il faut faire attention à ne pas lever trop d'argent. Car plus on lève d'argent, plus les ROI attendus, ces fameux retours sur investissement attendus, sont importants. Et ça implique ensuite, éventuellement, un développement très, voire trop agressif de l'entreprise qui peut la mettre en danger inutilement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.